Donc, comme faut se revirer de bord, en plus de la reproduction de métiers à tisser, Agathe sort ses skills d'entrepreneur. Elle pense, cogite, réfléchit. Comment faire pour faire fonctionner les métiers à tisser, chose qui était majoritairement fait par des hommes à l'époque? Parce que devant chaque grande femme, il y a toujours un homme qui lui fait de l'ombre. Il faut farfouiller, dépoussiérer, chercher pour qu'on puisse se le raconter, notre matrimoine. Parce que même si l'histoire a voulu les oublier, elles ont bel et bien existé. Ces femmes ont une histoire et un nom. Je m'appelle Valérie Deschamps, je suis professionnelle en matrimoine et conteuse. Je vous souhaite la bienvenue dans le balado Team Madame. La Team Madame dont on va se parler dans cet épisode-ci, je pense que c'est une des plus connues des méconnues. Quand tu te promènes dans les quartiers historiques des différentes villes du Québec, tu as sûrement déjà aperçu des panneaux historiques qui décrivent des moments, des lieux marquants ou des plaques commémoratives du genre « Ici vivait tel personnage ». Dans le Vieux-Montréal, il y en a plusieurs. Si c'est pas des plaques commémoratives, il y a des monuments, il y a des bustes un peu partout. Mais à un jet de pierre du musée Pointe-à-Calière, musée que je t'invite à visiter d'ailleurs, il y en a une qui, à chacune de mes visites, me fait sourire plus que les autres. Grosso modo, là, la plaque raconte... Par son esprit d'entreprise et d'innovation, et avec le soutien financier du roi de France pour établir une manufacture, de Repentigny pallie une pénurie de chanvre et de lin, en plus d'un défaut d'approvisionnement de tissus en Nouvelle-France au début du 18e siècle. Son parcours représente le rôle économique important joué par les femmes de la colonie. L'histoire que je vais te raconter aujourd'hui, c'est une histoire d'innovation, de défrichage de sentiers, d'esprit d'initiative et d'entreprise. Place à notre matrimoine avec l'étoffe plus que bien trempée d'Agathe de Saint-Père. C'est peut-être un nom que tu as déjà entendu dans tes cours d'histoire ou qui te dit tout simplement vaguement quelque chose. Par son mariage en 1685, Agathe de Saint-Père, dit Madame de Repentigny, a été seigneuresse de la seigneurie de Repentigny. Mais Agathe a été tellement plus que ça, puis les pages d'histoire sur le début de la colonie nous le démontrent. Faut comprendre qu'Agathe, déjà, a, comme de nombreuses femmes arrivées ici au 17e et 18e siècle, la couenne dure. Ouais, elle a la couenne dure. Parce qu'elle vient d'une longue lignée de couenne dure. Parce qu'on va se le dire, déménager et s'installer à quelque part où il fait fret, que c'est dangereux, puis que tout est à faire, ça prend beaucoup de courage puis du cœur. La grand-mère d'Agathe, Françoise Gadois, est arrivée ici au tout début de la fondation de Montréal. Elle, son mari et leurs deux filles, Françoise et Mathurine, la mère d'Agathe, font partie des premiers colons à vivre dans le fort établi de Ville-Marie. Ces nouveaux arrivants, on les appelle les Montréalistes. On retrouve leur nom sur le monument des premiers colons inauguré en 1892 lors du 250e anniversaire de fondation de la ville. Puis, ça, c'est quand même rare, là. On retrouve le nom des femmes. On se souvient le tollé que ça a fait pour les nouvelles stations de métro ou le peu de noms de femmes qu'on retrouve sur la toponymie des noms de rues, un peu partout au Québec. En 1651, Mathurine se marie au père d'Agathe et c'est en 1657 que notre team Madame voit le jour par une froide journée de février. 6 mois plus tard, son père, son grand-père et son oncle décèdent lors d'une attaque à Haudenosaunee. Sa mère se remarie en 1658 à un commerçant bien connu dans la colonie et issu d'une famille bien établie et importante pour le développement de la Nouvelle-France. Là, on va pas te dire c'est qui, Google. Si tu viens d'arriver dans le balado, là, on va prendre quelques secondes pour t'expliquer. C'est que je me fais une mission de ne nommer aucun homme dans mes épisodes. Pour toutes ces femmes-là sans nom qui n'est que la femme de, la fille de, la sœur de, monsieur sera dans mon balado le mari de, le frère de, le père de. Sorry, not sorry, comme on dit. Alors qu'Agathe est âgée de 15 ans, sa mère Françoise décède en couche. C'est donc elle qui prendra le relais auprès de ses frères et sœurs et ce rôle-là, elle va le garder tout au long de sa vie. Certains pensent que ce serait la raison pour laquelle elle se marie tardivement pour l'époque, soit à l'âge de 28 ans. Ah ouais!
à coiffer la Sainte-Catherine, tâtait Madame Valérie. Coiffer Sainte-Catherine, c'est une expression pour dire qu'une femme a atteint l'âge de 25 ans et qu'elle est toujours célibataire. On les appelait les Catherinettes. La Sainte-Catherine est célébrée chaque 25 novembre et traditionnellement, les Catherinettes portaient un chapeau et des vêtements excentriques, de couleur jaune pour la foi et vert pour la connaissance. Déambulant en public, elles se rendaient à une statue de Sainte-Catherine et la coiffaient de rubans, de chapeaux ou de fleurs, une sorte de rituel pour, selon le mythe, les aider à trouver Marie. Chez nous, au Québec, la tradition, c'est qu'on confectionne de la tire Sainte-Catherine, ce jour-là. Tu sais, là, le bonbon qu'on reçoit toujours à l'Halloween, il est super collant, il n'y a pas une couleur, mettons, super palpitante, puis que personne veut. Hein? C'est tout le temps les bonbons que tout le monde donne à leur petit frère ou leur petite sœur. Moi, je les adore personnellement. Ah, je suis une vieille personne. Ben, c'est ça de la tire Sainte-Catherine. Va faire un tour à la Maison Saint-Gabriel. C'est justement dans le Vieux-Montréal. On va t'en parler de long en large. Puis en même temps, ben, tu vas pouvoir en apprendre plus sur les filles du roi, sur Marguerite Bourgeois, puis ben d'autres madames et leur réalité. Cela étant dit, personnellement, je pense qu'elle avait vraiment mieux à faire, Agathe de Saint-Père, que de se marier puis de faire des bébés. Genre, c'était pas son ultime life goal, mettons. En 1680, Agathe est l'une des 35 marchands équipeurs de la Nouvelle-France et avec son beau-père ou en solo, là, ça c'est pas encore clair, elle tenait boutique dans les rues de Ville-Marie. Elle obtient des congés de traite de la part du gouverneur pour un voyage aux Outaouais pour entre autres le poste de Michilimackinac, situé dans les Grands Lacs. Pour être honnête, là, quand j'ai lu ça, je comprenais pas trop c'était quoi les congés de traite. Mettons que ça remontait à vraiment loin dans ma mémoire. Même si j'ai un bac en histoire et que je travaille dans le domaine, je me demandais bien de qu'est-ce que c'était ça, les congés de traite. Fait que t'es pas conne si tu sais pas ce que c'est. Moi te l'expliquer. Un congé de traite, c'est un système créé en Nouvelle-France pour contrôler et restreindre l'activité des coureurs des bois spécialisés dans la traite des fourrures. C'est un genre de permis, si tu veux. Quant aux marchands équipeurs, eux, leur job, c'est de fournir aux voyageurs et coureurs des bois de la marchandise à échanger avec la fourrure et des canaux pour se déplacer. Les marchandises diverses sont obtenues à crédit des marchands équipeurs sur le montant duquel s'ajoute 15 %. Au retour des voyageurs, le marchand prélève l'argent du congé, celui des marchandises avancées, plus 40 % pour le risque du prêt. Ce qui reste, rarement plus de 600 écus, est partagé entre les canoteurs. L'année 1685, c'est une année importante pour Agathe de Saint-Père. C'est à ce moment-là qu'elle se dit « OK, là, c'est assez. Je prends mes choses en main. » Au mois de mai, elle procède à une série de transactions pour reprendre le contrôle sur tout son patrimoine familial. Son beau-père lui cède une concession sur le territoire de Montréal, territoire qu'on appelle Kawénote-Tiénontiacon en langue Kanien'kehá:ka. Pour te situer aujourd'hui, c'est le plus ancien quartier de Montréal. On va pas le nommer, là, parce qu'avec son nom actuel, ça nomme un nom d'homme. Donc, il y aura aucun nom d'homme, je le sais. Pour de vrai, je pense que c'est vraiment la partie la plus difficile des balados. Mais ça se passe bien, ça se passe bien. La concession vient avec les bâtiments qui se trouvent dessus. Agathe va ensuite échanger sa propriété à des religieux. Quelques mois plus tard, en plein cœur de novembre, en la petite chapelle de Repentigny, Agathe se marie et devient officiellement seigneuresse des lieux. Rapidement, elle tombe enceinte et un fils, 7 filles naîtront de ce mariage-là. Pendant que son époux, officier et capitaine de la milice canadienne et des troupes de la marine, joue aux soldats et s'amuse à séduire tout ce qui bouge. Ouais, un gars fidèle, visiblement. Agathe continue de faire ce qu'elle aime faire, brasser des affaires. Elle signe des contrats, tire profit encore une fois des congés de traite, achète et vend des terres, effectue des emprunts et règle les comptes de son mari et de ses beaux-frères parce que décidément, c'est pas eux qui savaient bien compter.
Les gars sont meilleurs en maths. Ouais, mon œil. Au début du 18e siècle, la colonie vit en économie fermée. C'est donc pas facile d'avoir du stock de l'autre côté du grand étang. Étant en contact depuis toujours avec les femmes Anishinaabe, elle a appris plein d'affaires sur la production de textiles. Agathe fait donc plusieurs expériences pour tester la solidité, la résistance et la possibilité de tissage de fibres naturelles comme l'ortie ou l'asclépiade. Chez les Français d'origine, aucun ne l'avait vraiment encore fait. Faute d'élevage suffisant de moutons, Agathe va utiliser la laine de bœuf de l'Illinois ou de bison, si tu préfères. Elle fait d'autres expériences pour trouver les meilleures techniques pour reproduire les couleurs vives et franches qu'on retrouve sur les vêtements autochtones. Puis, elle se rend compte que finalement, la toile d'ortie est plus forte et solide que celle de chanvre, que l'écorce de noyer, de chêne et de myrte bâtard donne du jaune, que les racines de savoyane rouge donnent du rouge et que les feuilles des tiges de savoyane jaune donnent du orange. A réussi même à faire tenir de la teinture sur les peaux de chevreuil sans huile grâce à une technique provenant du savoir-faire des femmes autochtones. Comme quoi qu'on leur en doit vraiment beaucoup, puis plus encore aux femmes autochtones. Selon les historiennes Hélène Pelletier-Baillargeon et Emilia Chicoine, Agathe de Saint-Père de Repentigny ouvre sa première manufacture vers 1700. À ce moment-là, elle devient officiellement la première manufacturière de la Nouvelle-France. On est en juillet 1705, près des côtes de l'Acadie. Il y a le navire de ravitaillement La Seine qui est capturé et détourné en Angleterre par les Anglais. Puis mettons, il y en contenait du stock, ce bateau-là. On parle d'environ 1 million de livres de marchandises, sel, tissus, habits, vêtements et vivres pour les troupes en Nouvelle-France. L'hiver va finir par s'installer. Il va faire fret, hein? Puis à travailler dans les champs, on va se le dire, ça te magane le linge. Ça les transforme pas mal en guenilles, mettons. Puis la maxime, chaque torchon trouve sa guenille, ça marche pas tant dans ce contexte-là. Quoique pour Agathe, ça lui a ouvert des opportunités. Avec la capture de la Seine, puis que... Winter is coming. Je me trouvais drôle. On n'a pas le choix. Faut produire des vêtements pour que les habitants de la colonie aient de quoi s'habiller pour l'hiver qui vient. Agathe demande à un menuisier et un artisan de reproduire un métier à tisser qui aurait appartenu à son grand-père. C'était genre le seul ou un des seuls exemplaires en Nouvelle-France parce que ça a l'air que... Quand les premiers colons sont arrivés, ils n'arrivaient pas avec le gros attirail pour tisser. On y va surtout pour des activités domestiques et artisanales. On veut habiller la famille, couvrir les besoins de base, pas en faire une business. On va pouvoir utiliser le tissu qu'on va faire venir de France. Et anyway, si on avait voulu, on n'aurait pas vraiment pu partir une manufacture en Nouvelle-France avant les années 1700. C'est notamment la faute du mercantilisme qui, appliqué par la métropole, freine tout développement économique de la colonie. La Nouvelle-France se doit d'être un pourvoyeur de matières premières pour la France, comme la fourrure par exemple, et un marché pour la vente de produits manufacturés français. Le secrétaire d'État à la Marine, qui conseille le roi, voit d'un mauvais œil le développement économique de la Nouvelle-France parce que les profits qu'elle génère au début viennent pas remplir les coffres de la métropole. Il va donc freiner ça assez sec, l'économie de la colonie. Donc, comme faut se revirer de bord, en plus de la reproduction de métiers à tisser, Agathe sort ses skills d'entrepreneur. Elle pense, cogite, réfléchit. Comment faire pour faire fonctionner les métiers à tisser, chose qui était majoritairement faite par des hommes à l'époque? Elle décide encore une fois de prendre les choses en main. Elle rachète 9 tisserands anglais capturés l'année précédente dans le Massachusetts. À chaque tisserand, elle donne un métier à tisser et lui adjoint un apprenti dans sa propriété, située sur la rue Saint-Sulpice aujourd'hui. Mais comme Agathe voit grand, genre
très grand, elle prend les grands moyens et elle écrit directement au ministre à Paris le 13 octobre 1705. Selon un historien, notre manufacturière offre de fournir à la France de la filasse d'ortie à 4 sous la livre. Elle disait que ce produit-là ne pourrissait jamais. Il était dans un excellent état pour fabriquer des câbles et des cordages de vaisseaux. Adjoint à ça des échantillons de ses produits, puis une petite chose que le roi ne pourrait refuser, quelque chose de doux pour le palais, des tablettes de sucre d'érable. Puis mettons que je te laisse deviner quelques secondes de qui elle a appris la recette. Les femmes autochtones. Bref, elle recevra à la suite de cette lettre-là une gratification annuelle de 200 livres. Au total, il y a une vingtaine de métiers à tisser en action sur l'île de Montréal. Ces métiers à tisser-là vont produire 120 aunes d'étoffe par jour. Ça, c'est genre 450 pieds d'étoffe ou 137 mètres si tu préfères. Au départ, la production se limite à de l'étoffe de toile grossière, durable et bon marché, et de la corde confectionnée avec de l'écorce intérieure de tilleul. C'est un petit guidou de la part du roi qui dure au moins jusqu'en 1712. Agathe va aussi s'associer à une tannerie, commerce qu'elle continuera de faire même après la vente de sa manufacture en 1713. Selon les actes de l'époque, elle est reconnue comme marchande publique en son propre nom. Elle va continuer aussi de gérer les affaires de la seigneurie, de se battre pour tout rapatrier, bref, pour s'assurer du bon fonctionnement des terres. Elle finira sa vie à Québec, à l'Hôpital général de Québec, où sa fille Marie-Joseph est supérieure. Agathe de Saint-Père décède le 19 août 1747. Cette histoire-là, je la trouve fascinante. Ça montre l'esprit d'entreprise, de je me retrousse les manches, l'esprit d'initiative des femmes. Agathe de Saint-Père a mené sa barque comme bien du monde. Comme je vous disais, c'est genre la plus connue des méconnues. On a des traces, des écrits, on le sait, on lui a rendu hommage, mais on n'en parle pas beaucoup quand même. Grande entrepreneur, femme d'affaires aguerrie, la première manufacturière de la Nouvelle-France, Agathe de Saint-Père n'avait pas froid aux yeux. C'est aussi ça, être une femme. C'est aussi ça qu'on a dans le sang. La bande sonore est une composition originale de Dominique Brouillard. Le visuel du balado Team Madame est une création d'Ève Courtois, illustratrice. Merci à Raphaël et Marc-André Fortin pour leurs petites interventions qui nous ont donné des petits sourires ici et là. À l'idéation de Team Madame, à la recherche, à l'animation, rédaction, scénarisation, montage, moi-même, Valérie Deschamps.